Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne et à quoi sert l'altimètre. Cette vidéo vient à la suite de celle sur l'anémomètre. Nous allons parler également de l'altitude à laquelle volent les avions, puisqu'elle est différente en fonction de l'avion, de la météo, du trajet et plein d'autres facteurs. Allez, c'est parti. Premièrement, il faut savoir que l'altimètre fournit une information concernant l'altitude de l'avion par rapport à un calage altimétrique. Il existe plusieurs types d'altimètres, comme l'altimètre à une aiguille, l'altimètre à deux aiguilles, l'altimètre à une aiguille et un tambour, ou encore l'altimètre à une aiguille et un compteur. À l'écran, vous pouvez voir la photo d'un ancien altimètre par le pilote d'escadrille Lafayette Normand Prince. Il est exposé actuellement au Centre national de l'air et de l'espace en Virginie, aux États-Unis. Plusieurs unités peuvent être utilisées. Parmi les plus exploitées, nous avons la centaine de pieds pour la grande majorité des avions, et pour le privé et même les planeurs, nous avons le mètre. L'instrument fonctionne grâce à une prise de pression statique située sur le fuselage de l'avion ou même en dessous de l'aile sur certains avions. Il faut savoir que ce système est relié à un boîtier étanche par un système de canalisation. Dans ce boîtier, il y a une ou plusieurs capsules anéroïdes dans lesquelles règne une pression quasiment nulle. Elles servent d'éléments sensibles à la pression statique. Grâce à un mécanisme d'amplification et de transmission, les déformations de la ou des capsules font tourner un râteau qui lui-même est relié à une aiguille se déplaçant devant un cadran gradué en altitude. Je sais que ça a l'air assez complexe pour un si petit instrument en fin de compte, mais je pense que grâce au schéma, vous pourrez mieux visualiser le fonctionnement. Comme tout instrument, l'altimètre possède des erreurs instrumentales, comme l'erreur d'hystérésie, le fait que l'altimètre ait du retard par rapport à l'avion et aux déformations des capsules. L'altimètre permet de mesurer aussi des calages altimétriques. Parmi les trois, nous avons le QFE, le QNH ou encore le calage standard. Le QFE indique une hauteur et représente la pression atmosphérique régnant sur un aérodrome, généralement le point le plus haut de la piste. Personnellement, je l'ai déjà utilisé, même si c'est vrai qu'on utilise le plus souvent le QNH. Le QNH, lui, correspond au QFE réduit au niveau de la mer, en conditions d'atmosphère standard, et vous permet donc, après le calage de votre altimètre, de connaître l'altitude de l'avion par rapport au niveau de la mer. Il dépend du lieu, du climat et varie dans le temps. Il est généralement indiqué par l'altitude de l'aérodrome ou le contrôleur s'il s'agit d'un terrain contrôlé. Enfin, nous avons le calage standard, 1013,25 hectopascal ou 29,92 pouces de mercure. Ce calage est utilisé pour la circulation aérienne car il est généralement indépendant de toute pression mesurée ou calculée. Il permet un espacement correct dans le plan vertical de tous les aéronefs volant de l'espace aérien car chacun a la même référence. On parle alors de niveau de vol en utilisant ce calage. Parlons réglementation. Étant donné la densité du trafic aérien, chacun ne peut faire comme il le veut concernant son choix d'altitude. Le principe est de définir des niveaux accessibles en fonction de la route magnétique. Pour un avion volant entre le nord et la route 179, il aura le droit de prendre un niveau de vol impair, type 230 ou encore 250, tandis qu'un avion volant dans le sud et la route 359, il aura le droit de niveau de vol pair, FL 240 par exemple. Cette règle est appelée la règle semi-circulaire. Les mots techniques pour pouvoir la retenir, le plus facile est de visualiser deux pays, le Portugal et l'Italie. P comme pair pour Portugal et I pour impair pour Italie. Et si on se place en France par exemple, grâce à la visualisation, vous pouvez voir qu'en allant vers le Portugal, on sera dans la partie pair de la route des vents, alors qu'en allant vers l'Italie, on sera dans la partie impair. On note également qu'en plus de la règle semi-circulaire, il y a une séparation entre les vols VFR et les vols IFR. On n'est jamais trop prudent avec la sécurité. En dessous de 3000 pieds, on peut choisir librement son altitude. Au-dessus, on applique non seulement la règle semi-circulaire, mais les VFR et les IFR sont séparés aussi de 500 pieds supplémentaires entre eux. Les niveaux finissant par 0 sont attribués au vol IFR et finissant par 5 au vol VFR. L'espacement vertical qu'offre la règle semi-circulaire est valable jusqu'au FL 290. Au-delà, l'espacement est de 2000 pieds pour des raisons d'erreur instrumentale et de manque de précision de mesure. Donc à partir du FL 290,
Le prochain niveau qui sera accessible pour les avions volant du nord à la route 179 sera le FL 330. Le FL 310, lui, est réservé du coup à ceux volant du sud jusqu'à la route 359. Cependant, la grande majorité d'entre vous me diront « Mais ce n'est pas possible, j'ai déjà vu des avions de ligne voler au FL 320 ». Pour les avions répondant à un certain nombre de critères de précision, ils ont la possibilité de voler en espacement RVSM. Pour faire court, cet espacement permet de conserver l'espacement vertical de 1000 pieds qui disparaît au FL 290. À partir du niveau 410, on retrouve 2000 pieds d'espacement, quand nous sortons de l'espacement RVSM. Et dernier point sur les niveaux, beaucoup d'avions ayant une contrainte de poids ne pourront pas monter directement à une altitude élevée, comme 43 000 pieds. Il devra donc voler à une altitude inférieure, puis faire des step climbs. Si je ne me trompe pas, c'est le fait d'avoir une série de gains d'altitude au fur et à mesure du vol. Pour finir, nous parlons maintenant de l'ordre de grandeur des altitudes à laquelle volent les avions. En dessous de 10 000 pieds, généralement on retrouve les aérodynes, comme par exemple les planeurs ultra légers, tels que les parapentes, deltaplanes, pendulaires et paramoteurs, ou encore les autogyres. Mais aussi généralement les monomoteurs et les bimoteurs à piston, qui même s'ils le peuvent parfois monter plus haut, restent à ces altitudes-là. Entre 15 000 et 25 000 pieds, nous avons les turbopropulseurs. Entre 30 000 et 40 000 pieds, nous avons les avions de ligne à réaction. Enfin, jusqu'à 51 000 pieds, nous avions les jets privés tels que les bombardiers ou encore le Dassault Falcon 7X ou encore le Cessna Citation X. À noter que le Concorde pouvait monter jusqu'à une altitude maximale de 60 000 pieds quand même. Voilà, j'espère que nous avons parlé un peu de tout, il y a encore beaucoup à dire, c'est pourquoi nous allons revenir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné, je vous dis à très bientôt.